Sabrina, bonjour, je dis Sabrina, mais c'est Erador, ton nom de famille, d'écrivain en tout cas. Bonjour, bienvenue sur nos antennes, merci d'abord de nous accueillir puisque tu es notre hôte. C'est chez toi que se tourne cette série d'émissions dans un gîte exceptionnel, dans un couvent. Dans un ancien couvent, oui, du 19e. 19e quand même. Hein. Alors tu écris un livre impressionnant, Résilience. J'adore le premier de couverture, il est vraiment très beau, c'est une œuvre en soi, rien que la couverture, mais c'est une histoire qui sort un peu des sentiers battus, d'après ce que j'ai compris, puisqu'on en a parlé hors micro, hors caméra, on en a parlé discrètement, on ne s'y attache pas trop. C'est arrivé le 9 avril 2016. Il y a 3 ans et demi. Oui. C'est-à-dire, est-ce que ton micro est ouvert d'abord ? Vers le haut, voilà. C'est-à-dire ? Mon mari a été agressé le 9 avril 2016, donc il y a 3 ans et demi. Il a été agressé en sortie de discothèque, puisque nous sortions entre amis pour fêter un événement privé. Quand nous sommes sortis, mon ami et moi, de la discothèque, mon mari, qui était sorti 5 minutes avant pour fumer une cigarette en attendant qu'on appelle un taxi, mon mari n'était plus là. Mon mari avait disparu et il a disparu pendant 14 heures. Quand tu dis ton mari, à l'époque, il n'était pas ton mari, je crois. Hein. Effectivement, on n'était pas mariés, on en était à 16 ans de vie commune. Voilà, c'est important, 16 ans, c'est-à-dire que ce n'était pas une vie construite sur l'éphémère, mais bien sur le long terme. 16 ans, et il a disparu, et alors ? Il a disparu pendant 14 heures, Oui, toi, en qualité de compagne, mais aussi de maman, puisque oui. vous aviez un fils. Hein. Nous avons un fils qui avait 6 ans à ce moment-là, et le silence. C'était compliqué, oui, c'était très compliqué. Pendant les 14 heures de recherche, beaucoup de choses se passent, en fait, beaucoup de choses passent dans notre esprit et on envisage toujours le pire. Et dans ce cas-là, moi, j'envisageais surtout de savoir comment annoncer la mort de son papa à notre enfant de 6 ans. Et c'est ce que je ressentais, donc ça a été le plus compliqué à gérer, je dirais. Voilà. L'absence. L'absence et la non-explication, c'est-à-dire qu'on ne savait absolument pas ni où il était, ni ce qui se passait, ni ce qu'il pouvait subir. Enfin, voilà. Mais alors, je rebondis un peu. Ton compagnon a disparu, tu ne sais pas ce qui se déroule, tu crains le pire, tu viens de nous l'expliquer, c'est-à-dire la mort, la disparition définitive. Je suppose que tu t'adresses aux autorités à ce moment-là. Oui, j'ai contacté la police à plusieurs reprises, on a demandé des patrouilles dans les alentours, donc ils ont cherché, rien ne donnait. Et puis s'agissant d'un adulte majeur et donc en pleine possession de ses moyens, la loi nous demande d'attendre 24 heures de disparition pour engager de vraies recherches. Mais c'est long, ça. C'est énorme, c'est juste impossible. C'est impossible d'attendre 24 heures. Et à force de harcèlement, j'ai convaincu le commissariat central de déclencher une alerte de recherche, une alerte nationale. Et aussitôt, ils l'ont déclenché. Et en fait, dans les 2 minutes qui ont suivi, on a reçu un appel et mon mari avait été retrouvé. Entre la vie et la mort. Entre la vie et la mort, il a été retrouvé en sortie de coma. Et c'est grâce à ça d'ailleurs qu'on l'a retrouvé, c'est qu'il venait de se réveiller de son coma. Et quelqu'un l'a reconnu suite à des appels à recherche que j'avais diffusés sur des réseaux sociaux. Donc quelqu'un l'a reconnu et a appelé les pompiers.
Mais quand tu dis il vient de ressortir de son coma, Ouais. c'est-à-dire ressortir en possession totale de ses moyens Non. ou Non. en ayant une part d'oubli? Non, non, du tout. Il a été retrouvé alors, à ce qu'on appelle un Glasgow à 7. Donc, autrement dit, il se réveillait à peine d'un coma. Il faut savoir que mon mari a une amnésie complète, hein. Donc de ce moment-là et les 8 mois d'ailleurs qui ont suivi, hein, tous les 8 mois de sa vie ont disparu complètement de sa mémoire. Voilà, il a un trou complet. Amnésie complète. Et c'est important de le souligner, c'est-à-dire que pendant quelques heures, vous vivez ou tu vis face à l'horreur la plus totale, le questionnement, la Oui. disparition, se demander ce qu'il se déroule, et puis un jour, un moment, tu retrouves ton compagnon, et ce n'est plus le même. Et là, votre fils pose une question importante. Oui, mon mari aujourd'hui, donc il a été pris en charge par des équipes soignantes. On a suivi tout un parcours de soins qui en soi a été laborieux aussi. Au ressortir de tout ça après rééducation, mon mari est aujourd'hui handicapé à 80%. Il est effectivement plus celui qu'il était, il est plus celui que j'ai connu. Et mon fils me répond, ou me questionne très souvent en me demandant qui a changé son papa et pourquoi on a changé son papa. Et c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, puisque je n'ai pas ni le qui ni le pourquoi. Et pourtant, Sabrina, cet homme qui est différent aujourd'hui, vous décidez soudainement de vous lier à lui, Oui. c'est-à-dire de l'épouser officiellement. Ça s'est déroulé quand? Alors la demande a été faite dans l'année qui a suivi son agression, donc il a été agressé en avril. Je lui ai demandé de m'épouser, enfin en tout cas s'il était d'accord de m'épouser, à Noël, le Noël qui a suivi. Et ça a été une décision profonde, hein, je dirais. C'est une décision que j'ai prise moi dans la salle d'attente des urgences, en attendant de savoir s'il allait se réveiller, s'il allait vivre normalement, s'il allait pouvoir marcher, parler. Bon, je ne savais absolument rien à ce moment-là. Et bien que j'ai toujours été contre l'idée du mariage, à ce moment-là, je me suis dit que s'il s'en sortait, il fallait absolument que je lui demande. Oui, s'il s'en sortait, mais différemment. C'est-à-dire que l'on va épouser l'homme que l'on croit retrouver, mais l'on trouve un autre homme, un autre être, un autre intérieur, je dirais. Il est quelqu'un d'autre. Il est quelqu'un que je ne connais pas, donc que j'apprends à connaître tous les jours. Il est quelqu'un avec qui j'apprends à vivre tous les jours, alors qu'on en est donc aujourd'hui à 20 ans de vie commune, mais on se redécouvre. Mais il est toujours lui, quand même. Alors je viens à votre premier de couverture, qui est une couverture sublime, hein. C'est une photo de vous pendant votre mariage, ou en tout cas une reconstitution. En haut à droite, il y a une lanterne qui brille comme un cri d'espoir. On voit la mariée qui semble heureuse, mais avec un questionnement dans le regard. Au milieu, il y a le fils et l'époux qui regarde droit devant lui. C'est une image très forte. C'est une synthèse de votre livre. C'est la synthèse de mon livre et de notre vie surtout. Donc c'est mon époux qui est en noir et blanc, qui regarde droit devant sans vraiment savoir finalement où il va. C'est moi qui regarde à la fois vers l'avant, mais en même temps quand même avec un œil sur le passé, parce que le passé, il est là et on ne pourra pas l'effacer. Et l'enfant qui est en plein questionnement. Et l'enfant qui me regarde surtout à moi, puisque je suis devenue son seul moteur, puisque c'est moi qui porte et qui ai porté tout ça vers l'avant pour se sortir de ce cauchemar. Voilà. Je vais rentrer peut-être dans l'indiscrétion et vous m'en excuserez, et vous n'êtes pas obligé de me répondre. Vous, la femme pleine d'espoir, qui trouvait le vivant, qui trouvait le compagnon, évidemment avec toute la joie que l'on peut deviner, et en même temps découvrir un autre homme et décider de l'épouser sur une promesse faite aux urgences. Comment ça se passe? Parce que cet homme, vous devez le redécouvrir. Quels ont été les premiers mots, les premiers regards, les non-dits? Ça a été très compliqué, puisque il ne se souvenait pas de qui il était, de qui j'étais. Il ne se rappelait pas avoir un fils. Les premières semaines de soins ont été compliquées.
finalement, il ne savait plus qui il était, il ne savait pas qui on était. Et on se pose beaucoup de questions à ce moment-là. On se demande vraiment vers où on va aller et comment va être notre vie. Et puis j'ai choisi de faire vraiment un choix fort, une décision qui a été difficile, mais qui est en même temps très forte et émotionnellement. J'ai choisi de continuer d'avancer avec cette personne que je ne connaissais pas. Mais alors, sur le 4e de couverture, je lis ceci. Ce livre témoignage, est le combat d'une mère confrontée à l'absurdité d'une agression gratuite. Et moi, me vient en questionnement ceci. Est-ce que c'est le combat d'une mère, d'une compagne ou d'une femme ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Je crois que c'est un peu tout à la fois. C'est le combat d'une mère, oui, parce que mon fils a été le moteur. Je ne suis pas sûre d'avoir pris les mêmes décisions si je n'avais pas eu d'enfant. J'en suis pas certaine. Notre fils a été vraiment l'épicentre en fait de tout ça. Et l'épicentre. Et pour lui, oui, vraiment, parce que pour lui, il fallait absolument que je me batte pour maintenir une vie de famille et pour maintenir notre famille. Même si Benoît, mon mari, ne sera plus jamais comme avant, il reste le papa de notre fils, il reste celui que j'aime depuis très longtemps. Et même s'il est différent, il est quand même un petit peu lui. Donc je me devais, moi, de me battre pour que tout ce qu'on avait construit continue d'être, continue d'exister. Alors Sabrina, tout à l'heure, je l'ai rencontré. Il était en cuisine, il nous préparait le repas. Oui. Et c'est une personne qui est présente et absente en même temps. Ça. On a l'impression que, et encore une fois, je suis désolé si je suis indiscret, qu'il fait partie de la société qui l'accueille et en même temps qu'il garde une certaine distance. Oui, alors il ne garde pas une distance forcément, mais son handicap neurologique cognitif fait qu'aujourd'hui, il ne ressent plus rien. Donc il est incapable de ressentir de l'empathie ou de la joie ou de la peine ou de l'initiative, de la motivation, enfin quoi que ce soit. Donc tout est plat. Donc en fait, finalement, quelque part, il subit un petit peu l'extérieur, il subit la société sans y émettre de jugement, puisque comme il ne ressent rien, il n'a pas de jugement. Il est témoin. En fait, voilà, il est témoin de sa vie, il est témoin de tout ce qui se passe. Sans y prendre part forcément. Incapable de manger, ouais. Nous nous contentons d'un bouillon vite avalé. Ouais. D'un bouillon, pardon. Mes beaux-parents refusent de me laisser seul et m'accueillent chez eux pour le reste de la nuit. Dans quelques heures, il nous faudra repartir à l'hôpital. Dans quelques heures, nous aurons, ou pas, nos réponses. Dans quelques heures, je verrai Benoît. C'est fort comme écriture. Mais alors le regard des autres parce que vous décidez de continuer votre vie avec celui que vous avez choisi, quelle preuve de fidélité, quelle preuve d'amour. Mais le regard des autres, j'imagine que vos parents ou vos beaux-parents ont dû faire leurs commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Oui. La famille a été, aussi bien mes parents que mes beaux-parents, on a été très très unis dans cette épreuve-là. Pour mes beaux-parents, évidemment, c'était beaucoup plus difficile, c'est leur enfant unique. Mes parents m'ont beaucoup soutenue à moi, puisqu'ils voyaient que je devais porter tout ça. Mais ça nous a finalement beaucoup rapprochés. Et on a constitué un bloc pour faire face au monde extérieur. Et je vais m'expliquer, c'est-à-dire que les critiques ont plus été du côté de l'entourage proche, des amis, des gens qu'on pouvait côtoyer, qui ne comprenaient pas, puisque pour eux, l'important, c'est que Benoît soit en vie. Alors oui, bien sûr, c'est important, Benoît est en vie, évidemment, mais ils ne voyaient pas non plus le changement ou le fait que Benoît n'était plus Benoît. Et ça, encore aujourd'hui, encore 3 ans et demi plus tard, et c'est toujours un combat de tous les jours, puisque les gens ne voient pas cet handicap qui est invisible, qui est... Déni de société ? C'est pas un déni de société, c'est-à-dire que Benoît, il est dans son monde et qu'il sait très bien faire semblant aussi en société. Donc, c'est-à-dire que oui, la rééducation a eu ça de bon, c'est qu'effectivement, il peut passer finalement inaperçu n'importe où.
et se mêler aux codes de la société. Il a réappris les codes de vie sociale et de bon comportement, de savoir-être, de savoir-vivre avec les autres, mais il ne les ressent pas. Et ça, il n'y a que moi qui peux le voir. C'est terrible les mots que vous utilisez. Je veux dire terrible d'une façon abstraite, puisque c'est une histoire superbe et on sent qu'elle est pleine d'émotions. J'aurais bien voulu avoir Benoît et lui parler, mais ce n'est pas son désir, et ce désir, on va le respecter, bien entendu. Je sens dans votre histoire comment dirais-je, une sorte de cri. Oui. Vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin de remuer la société par rapport à quelque chose, et vous venez de l'exprimer, qui ne semble pas compris. En fait, j'ai besoin que ce qui nous est arrivé, notre histoire, ne soit pas arrivé pour rien. Et j'aimerais que à travers mon livre, à travers mon témoignage, les gens puissent comprendre que le handicap n'est pas forcément un handicap visible, que des gens peuvent souffrir dans tous les sens du terme, souffrir émotionnellement, mais souffrir physiquement aussi, alors que ce n'est pas visible aux yeux des autres. Et que le handicap invisible est un handicap, et que les personnes qui accompagnent ces malades, ces personnes handicapées, donc ces accompagnants, ces aidants familiaux souffrent. Ils souffrent aussi beaucoup du regard des autres, du fait de ne pas être compris. Oui, justement, on parle souvent du patient, du malade. Je n'aime pas ce terme malade, je dirais du hors-société. Et on parle rarement de l'accompagnant et du poids qu'il doit porter. Mais vous l'avez écrit, ce poids. Vous l'avez décrit. Je n'ai pas lu beaucoup de passages de votre livre. Il est plein d'émotions et de vérités toutes simples. Oui. Ça ne s'étend pas, ça ne s'apesandit pas, ça s'appesantit pas. Facile à dire, surtout après l'apéro. Mais les mots sont bien posés. On parle de larmes sans tomber dans l'effusion. On parle de chagrin sans tomber dans le poids morbide. C'est ça. Et on parle de l'espoir et aussi du désespoir, de la joie de retrouvailles et puis du désarroi face à la retrouvaille qui n'est pas tout à fait entière. C'est ça. Et face à un quotidien, j'ai voulu témoigner de ça aussi et montrer que la vie d'après, la vie après un traumatisme crânien, elle n'est plus celle qu'on a connue. C'est une vie qu'on doit reconstruire, qu'on doit apprendre à connaître aussi, parce qu'on se retrouve, nous, aidants familiales, enfin moi en tout cas, aidant familial, on est confronté à des termes médicaux qui veulent tout et rien dire finalement. Oui, c'est une barrière aussi. On ne nous explique pas ce qui nous attend, on ne sait absolument pas ce qu'on doit vivre. Est-ce que le monde médical sait ce qui vous attend ? Non. Le monde médical, alors peut-être le sait-il, mais en tous les cas, il ne le partage pas. C'est-à-dire qu'il nous parle que du point de vue du patient, donc du malade. Excusez-moi de reprendre ce mot, mais dans ce milieu-là, il n'y a pas d'autre mot. Donc il ne parle que de son point de vue à lui par rapport à la récupération possible, à la rééducation, etc. Mais jamais il ne vous prépare en fait à votre vie d'après, votre vie de famille, votre vie sociale, votre vie professionnelle. Et jamais on ne vous dit que votre vie ne sera plus jamais celle qu'elle était. Oui, c'est vrai qu'on vous met face à la chance, mais on oublie que derrière, il y a tas de choses à gérer. Alors Sabrina Irador, aujourd'hui, qui êtes-vous ? Aujourd'hui, je suis Sabrina Irador Théron. Lumineuse, voilà, on peut le dire. J'ai rajouté le nom de mon époux derrière le mien. Aujourd'hui, je suis... je ne sais pas comment je pourrais me définir, mais je suis quelqu'un de... Je suis une battante et je suis quelqu'un qui ne baisse jamais les bras. Et qui fait des choix. Et qui fait des choix qui sont peut-être pas les meilleurs, je vous l'accorde, mais ça, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, je prends des positions, je fais des choix. Et aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas me taire, sur le handicap invisible, de ne pas me taire sur les difficultés des aidants familiaux, de ne pas me taire sur le fait que les procédures judiciaires ont classé notre affaire d'agression sans suite, où je me battrai pour obtenir des réponses, pour peut-être pas ne savoir qui, on ne le saura probablement jamais, mais en tout cas, je me battrai. Même si on sait qui, ils ne pourront vous apporter le présent sera toujours présent. Les faits sont là, rien ne changera ça. Voilà, Sabrina Irador, c'est paru aux éditions libres de lire, une maison d'édition que l'on commence à découvrir aujourd'hui. C'est vous qui nous accueillez. On va peut-être rapidement dire un mot sur votre maison d'accueil, sur votre gîte.
On est à deux jets de pierre de Carcassonne. C'est ça, nous sommes très beau. dans un petit hameau qui dépend de Carcassonne. Nous sommes à 5 km de la cité médiévale, très exactement. Et ce sont des gîtes, un ensemble de gîtes classés en 4 étoiles. Et nous pouvons accueillir jusque 13 personnes au total, avec tout le confort. Ah oui, c'est très beau, ça je peux vous le confirmer. C'est vraiment très beau et très confortable. Eh bien, j'espère vous revoir très très bientôt. Et puis je conseille vivement de lire ce livre. Bien sûr, c'est un témoignage, mais qui sort des sentiers battus. Et puis le titre qui résonne, mais avec force, hein, résilience. C'est ça. Quel mot, hein. Savoir faire de ses blessures un atout et une arme pour l'avenir, oui. En ressortir plus fort. Et puis sur le livre, on ne voit que votre regard, hein. Et on se demande vers quoi il regarde. Je trace des Bonne chemins route, à bientôt. qui n'attendent Au que revoir. toi.